Bon, en même temps, c'est vrai que ma perception de Jason Bourne est probablement pas très fidèle au livre. Elle est fidèle plus au film, quoi. Oh bah les films qu'ils ont fait après sont Assez tout fidèles au à fait livre. D'accord. oui, c'est tout à fait correct. Les oiseaux se T'enregistres cachent là? Depuis 12 minutes. N'importe Non, quoi. depuis 20 secondes. Bon, allez, générique. Allez. Nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. Si je peux me permettre, une bonne paire de chaussettes et hop. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le pouvoir du crâne ancestral. Attention où vous mettez les pieds. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Ils ont toujours raison. Si je peux juste me permettre, tu ne te permets juste rien du tout. Tu vas d'abord me soigner cette mauvaise peau et ensuite tu te permets. Bon, allez. Bah écoute, bienvenue à tous, et bienvenue aux auditeurs, bienvenue maman, si tu m'écoutes. Bienvenue sur le podcast Si je peux me permettre, qui a été le résultat d'un grand brainstorm d'au moins 15-20 minutes. Un jour on fera les titres auxquels vous avez échappé. Ouais. Tu sais, comme Charlie Hebdo. Voilà. C'est ça. Et donc, en fait, le but de ce podcast est vraiment de parler de ce qu'on aime bien. Et donc, autour de ce micro qui, on l'espère, marche bien, nous avons dans un premier temps Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour Paolo. Alors, dis-nous un peu ce que tu fais, qui tu es, d'où tu viens, ton œuvre, ton objectif de Mon vie. œuvre. Je suis un geek qui habite à Seattle, qui travaille pour Une société. une certaine société qui est dans la région. Dans les chaussures, Siège social dans la région. Les chaussures. Les célèbres chaussures, oui, de Seattle. Mais bon, à part ça, j'essaye de lire au maximum, de jouer à des jeux vidéo, de regarder des séries, des films, tout ça, et puis on va vous faire partager nos petits coups de cœur, tout ça, quoi. Nos petites trouvailles, ça tombe bien, parce que c'est quand même le but du podcast. Et Dan, bonjour Dan. Bonjour. Alors, Dan, raconte-nous un petit peu, toi, ce que tu fais ici. Qu'est-ce que Ah bah, Qu'est-ce que vous faites là? T'as vu de la lumière et t'es rentré? voilà, c'est un peu ça. Non, mais merci déjà de m'avoir inclus un peu dans ce projet. Puis moi, je suis aussi un amateur de toutes ces bonnes choses. Je suis aussi à Seattle, évidemment. Et puis moi, je travaille également pour une grosse boîte de Seattle, mais une autre qui fait des choses un peu plus concrètes. Non, mais tout le monde est flou dans cette histoire. Non, mais attends, mais il y a des attaques directes, là. Non, mais c'est-à-dire que... Et on a le droit de dire au moins disons qu'on fait des plus grosses chaussures qui volent, quoi. Mais voilà, à part ça... Voilà, Dan est plus dans l'aéronautique, Voilà. et Bertrand est un peu plus dans l'informatique. Voilà. Ça va, c'est général. Et comme tout le monde s'en tape, je vais me présenter aussi moi-même, parce que personne me pose la question. Je m'appelle... Quelle bonne question. Bon, moi c'est Paolo, je travaille dans la même boîte que Bertrand, et voilà, et on est content. Et c'est vrai que un peu le but de se retrouver, c'était... moi, j'ai vraiment tendance à parler à pas mal de personnes, du coup, en France, parce qu'on est tous à Seattle, et à dire, est-ce que t'as vu telle série, est-ce que t'as vu telle BD, est-ce que t'es en train de regarder ça, et à chaque fois, c'est vrai que j'aime beaucoup trouver des nouveaux trucs et les partager avec les autres. Et c'est vrai que du coup, je trouve que un podcast comme ça, c'est plutôt chouette parce qu'on peut parler un peu de ce qu'on aime. Et c'est vrai que il y a tellement de choses à voir qu'en fait, il y a toujours des nouvelles trouvailles et des petites choses intéressantes à partager. Quand tu regardes la télé aujourd'hui, quand tu regardes la BD, les jeux vidéo, il y a tellement de choses géniales que ce serait vraiment dommage de taper dans le médiocre. Ouais. Je suis bien d'accord. Alors il y a une série que j'avais un pote en fait qui m'en avait parlé là il y a quelques temps en me disant faut que tu regardes, j'avais jamais eu le temps de regarder. C'était un truc un peu policier et je suis tombé dedans la semaine dernière, j'ai éclaté les épisodes sur 5 jours et j'ai trouvé ça super sympa et je pense pas que ce soit très connu. Vous avez peut-être entendu parler, ça s'appelle The Sinner, donc le pêcheur ou la pécheresse. Mais j'ai pas Donc un truc religieux. J'aurais pas je l'aurais pas vu en fait initialement, je sais pas, ça me tentait moyen. Donc c'est un truc qui date de 2017. Donc il y a un peu un an avec Jessica Biel et Bill Pullman qui est très très bon dans son rôle. Ouais. Et en gros, t'es un peu désarçonné en fait au premier épisode, c'est une nana qui s'appelle Cora qui est une jeune mère qui est avec son mari, qui a son enfant. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et en fait, ils vont à la plage. Donc jusqu'ici, rien de spécial sur les 10 premières minutes. Ils vont à la plage. Elle est assise à côté de son gosse. Elle est en train de lui peler une poire avec un couteau.
Et en fait, en face, genre à 15 mètres devant, t'as 2 couples. Donc garçon-fille, qui doit avoir, je sais pas, 25 piges, qui jouent, qui rigolent, qui se racontent des histoires. Et il y a un des mecs qui met un peu de musique, un peu fort. Et en fait, la nana, donc la mère de famille qui s'appelle Cora, se lève d'un coup, fait 15 pas pour aller vers le mec et commence à lui planter genre 8 coups de couteau dans le corps et le mec meurt. Et genre c'est un bain de sang et donc tout le monde est sidéré, donc c'est une plage, c'est en pleine journée et tout. Et elle l'a brutalement assassiné avec un truc comme 7 coups de couteau dans le cou, dans le torse, etc. avec son petit couteau qu'elle utilisait pour peler la poire de son fils. Et donc tout le monde est choqué, donc il y avait je sais pas 90 témoins, donc je veux dire elle est coupable. Donc elle est prise. Elle va dans le commissariat de police et là donc l'inspecteur qui est Bill Pullman qui joue super bien. Franchement il a une performance incroyable pendant toute la série. Qui lui dit qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous l'avez tué ? Oui. Pourquoi vous l'avez tué ? Je sais pas. Et donc il dit mais c'est pas possible. Vous avez pris de la drogue ? Non. Vous pouvez pas tuer quelqu'un en fait sans motif, sans alibi. Et en fait elle dit non, je n'ai rien. Et donc c'est du coup elle est vraiment en mode bah oui je l'ai tué, je plaide coupable. Elle s'en souvient. Elle l'a tué, mais elle a aucune explication de pourquoi il l'a tué. Elle l'a tué. Vous pouvez tout nous dire, vous savez. Je sais pas. Je l'ai fait, c'est tout. Vous n'avez jamais eu de contact avec lui avant aujourd'hui ? C'était la première fois de ma vie que je le voyais. Il s'agit d'un meurtre impulsif. C'est émotionnel. De quoi vous vous souvenez ? C'est comme s'il l'avait reconnu. La question n'est pas qui l'a tué, mais pourquoi. Parce qu'on sait qu'elle l'a tué, il y a meurtre et tout, elle a été pleine de sang, mais il n'y en avait pas. Et donc, ça va commencer en fait à l'inspecteur de police, donc qui est Bill Pullman, va enquêter sur le cas, et en fait, peu à peu, il va commencer à lui poser des questions. Et alors, micro-spoil, je suis désolé, micro-spoil, fin de l'épisode, mais l'inspecteur va demander du coup à l'autre couple, surtout au mec, mais qu'est-ce que t'as fait, pourquoi tu l'as pas empêché ? Et le mec lâche, ouais mais attends, le bonhomme qui s'est pris les coups de couteau, il était super musclé, il est en salle de sport, il faisait limite du full contact. Donc tu dis, mais attends, comment une nana a pu lui mettre 7 coups de couteau ? Et le mec dit, quand il lui a mis le premier coup de couteau, avant même qu'elle sort le couteau, le mec l'a attrapé au bras, et l'a regardé, et après il a relâché les bras, et s'est laissé en fait, s'est laissé tuer. Et t'es là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et donc voilà, et après ça part, histoire de secrets de subconscient, etc., des choses qui se seraient passées ou pas. Est-ce qu'ils se connaissent ? Elle dit qu'elle le connaît pas, elle s'en souvient pas. Est-ce qu'il l'aurait reconnu ou quoi ? Tu sais pas trop. Et ça part, mais c'est... et c'est dire combien d'épisodes c'est une très bonne question. Il y a pas beaucoup d'épisodes, il y a un truc comme... c'est plutôt une mini-série. 7-8 épisodes. Max, dans ces eaux-là, il y en a pas eu beaucoup. Et en fait, tu vas aller dans son histoire. La saison est folle. La saison est folle. Et à chaque fois, tu vas de plus en plus loin. Et c'est très très bien fait. Et donc, c'est ce qui est, je veux pas trop, c'est pas du spoil, mais tout se déroule sur une saison. Et il y a une deuxième saison en fait qui est déjà en train de tourner avec le même policier. Et c'est une autre histoire. Ah d'accord, donc c'est genre True Detective ou... Voilà, c'est ça. Ou Broadchurch ou des trucs comme ça où t'as une histoire et c'est un arc complet et c'est... il y a des personnages en commun ou il y a le même policier. Oui, et le policier, Bill Pullman, mais il m'a tué quoi. Je l'ai adoré, je l'ai trouvé très très bien et franchement c'est une bonne surprise, tu vois, le truc... voilà, vite fait, j'étais pas parti, c'était pas fantasy, c'était pas science-fiction, au départ c'était quoi, une histoire de meurtre, j'étais là, pourquoi celui-là par rapport à tout le reste? Là, ça donne envie de le voir. Et il est très bien, et t'es dedans, et chaque épisode, ça dénoue des trucs, et t'es là, oh non, un truc de fou et tout, et t'as des bons twists, et en même temps, elle est en train d'aller peu à peu, vers la grosse prison, quoi, parce que meurtre où elle dit coupable, c'est bon, tu prends peine maximale aux États-Unis. Et donc très très sympa. Ouais. Donc très très bonne série, donc je la conseille, The Sinner. Excellent. Du coup Dan, tu voulais parler de notre série toi? Ouais. Donc Ascension. Ouais, c'est ça. Bah en fait donc c'est un petit coup de cœur aussi, pareil, un truc voilà, j'étais chez moi, je me dis tiens, qu'est-ce que je vais regarder, puis complètement au pif, je tombe sur ce truc de Netflix. Cette recommandation, je sais pas, c'est complètement lambda, avec aucun acteur connu, je me dis, ouais, bon, allez hop, je lance. Et puis, mais je suis devenu complètement accro. Alors c'est pareil, mini-série, il y a pas beaucoup d'épisodes, je sais plus combien. Ouais. Mais alors, donc c'est, le concept, je l'ai trouvé génial, il y a un twist excellent,
qui arrive relativement vite, hein, mais et c'est quoi l'histoire? Très très bon. L'histoire, en fait, donc c'est huis clos classique, sauf que c'est dans un vaisseau spatial, en gros, qui aurait été envoyé, je crois, dans les années 60 ou un truc comme ça. Oui, c'est ça, sous Kennedy. En gros, à peu près à l'époque où on a envoyé les gens sur la Lune, en fait, on a aussi envoyé un vaisseau spatial interstellaire, avec pour but, sur plusieurs générations, d'emmener les gens jusqu'à des étoiles les plus proches, en gros, et une planète potentiellement habitable dans ces étoiles les plus proches. Et donc, en gros, on se retrouve plus ou moins vers la fin du trajet, ou en tout cas plus de la moitié du trajet, et et donc à un moment, l'histoire commence à ce moment-là, où il y a un meurtre, en fait, il y a une fille qui est retrouvée assassinée, donc dans ce huis clos de gens qui se connaissent tous, évidemment, puisque c'est donc le tueur doit être parmi eux. Ouais. Donc voilà, le tueur est forcément parmi eux. Et donc c'est une société stratifiée, puisqu'évidemment il y a les officiers, puis il y a les gens qui sont aux cuisines, et il y a les gens qui sont aux machines, et on sent qu'il y a une vraie différence, un vrai conflit de classe. Et en parallèle, donc il y a un peu cette histoire aussi de génération, c'est-à-dire que il y a plusieurs générations qui cohabitent, mais il y a aussi le fait que déjà tous ces gens-là ne sont pas nés sur Terre. Et donc il y a ce côté-là, et il y a le côté donc il y a un twist quand même assez monumental qui arrive très vite. Ne parle pas du twist. Évidemment, je vais pas en parler, mais qui arrive relativement vite. Dan est très fort pour donner des spoilers. Genre, t'as lu ce bouquin? Ouais, je l'ai lu, et j'ai surtout lu quand à la fin ils meurent tous. Et donc il meurt à la fin. Donc je rigole. Évidemment, donc. Et il y a pas un style. C'est pas un style justement un peu rétro, parce que ils sont partis dans les années 60. C'est ça. Donc c'est l'espace rétro. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un peu l'espace rétro, mais vous comprendrez très vite si vous regardez cette série. Donc c'est sur Netflix, et c'est vraiment moi j'étais accro. Et bon, comme je dis, il y a assez peu d'épisodes, donc et il y a qu'une saison, donc comme ça c'est vite vu. Ça se termine légèrement sur un cliffhanger. Il y a moyen de faire une saison 2, mais je crois qu'elle l'a jamais. Non, mais je crois qu'elle l'a jamais. Non, mais c'est-à-dire que ça peut se terminer comme ça pourrait continuer. Ouais. On va dire. Voilà. Mais en tout cas, je recommande parce que c'est un petit coup de cœur comme ça. Je suis tombé dessus par hasard, et j'ai trouvé ça très bien. Donc, parfois, on fait des découvertes en suivant les recommandations de Netflix. Voilà. Ouais. Et c'est un peu ce qu'on se disait par rapport à ce que tu disais un peu sur une des raisons pour lesquelles on fait ce podcast, c'est pour aider un petit peu les gens à découvrir des choses, des bonnes choses. Et notre philosophie, c'est que il y a trop de trucs géniaux qui sortent en ce moment, que ce soit en film, en série, en BD. Ce serait vraiment dommage de consommer du médiocre. Hein. Ouais. C'est l'infobésité. Il y a trop de... C'est vrai qu'il y a tellement de trucs, et surtout que tu ne peux pas... Après, il y a une tendance là qui émerge où les gens commencent à regarder en vitesse 1,5. Oh non. J'ai vu ça. Oh non. Où tu te binges les trucs. Oh non, alors mais ça je suis contre un podcast comme ça. À la limite, d'accord. D'ailleurs, on nous écoute en 1,5. Ouais, voilà. D'ailleurs, pour les emmerder, on va parler comme ça super vite. Voilà, ça, vous êtes bien attrapés comme ça. Mais non, mais c'est vrai on n'a pas le temps pour la médiocrité. Non, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de trucs des fois, ou même des séries qui sont sorties il y a quelques temps et qui sont un peu restés cachés, qui sont très bien. Ouais. Enfin, bien souvent. Ouais. Enfin, bon, après, maintenant, tout le monde parle de Black Mirror, qui est. Moi, j'adore Black Mirror, sauf que Black Mirror, il y a eu 3 saisons qui étaient en version UK où personne ne connaissait, et c'est quand Netflix a repris les droits et qu'ils ont commencé à sortir que là, tout le monde a fait tu connais Black Mirror? Et t'es là, je vais te gifler. Ça fait 10 ans que j'en parle. Non, mais ouais, c'est un remake ou c'est carrément le même, mais c'est juste qu'ils ont Black Mirror, ils ont continué. Ah oui, d'accord, c'est ça. Ouais, mais il y en a plein des séries qui ont fait ça. Il y en a pas mal qui ont. Mais bon, même Black Mirror, l'héritage de Twilight Zone, etc. Après, tout est toujours l'héritage de. J'ai toujours pas. Twilight Zone, l'héritage de Homer et de l'Odyssée. Disons c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent. Sorry-moi du thé. Qui peuvent claim. Un nuage de lait. Du coup, alors comment ça s'appelait alors? Ascension. En 2014, il est sorti, donc ça fait déjà quelques petites années. Et du coup, Bertrand, tu voulais me parler un peu des séries aussi qui étaient un peu dérivées de bouquins. Ouais,
les Netflix et compagnie sont à la recherche de matériel qu'ils peuvent exploiter comme ça. Et en l'occurrence, il y a pas mal de petits bouquins sympas qui sont pas forcément très connus, mais qu'on découvre par des séries. Et il y en a un qui s'appelle Dirk Gently. Dirk Gently. Alors, Dirk Gently. Détective holistique. Détective holistique. Alors, on va expliquer le principe, mais d'abord, faut dire de qui ça vient, cette histoire. Donc j'espère que la plupart d'entre vous connaissent le Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Le guide du voyageur intergalactique dans la langue de Molière. Par Douglas Adams, ouais. Qui est un chef-d'œuvre absolu, un truc, les bouquins les plus drôles qui aient jamais été écrits. Ouais. Tout se résume à 42 de toute façon. Bon, voilà. Alors Douglas Adams c'était Non, tu dis la réponse avant de donner la question. Jeopardy. Douglas Adams c'était un type qui avait beaucoup de mal à écrire en fait. Hein. Il était beaucoup de réticence à écrire. Il avait vraiment du mal à se mettre au boulot quoi. Ouais. Donc il a écrit 4-5 Hitchhiker's Guide, 5. Et puis après il y en a un 6e mais qui est pas de lui. Mais il a aussi écrit une autre série. Alors le truc c'est que le Hitchhiker's Guide c'est ce qui a fait son succès, c'est ce que les gens lui réclamaient, etc. Films, voilà, bon, il y a une série britannique aussi qui est très marrante. Mais bon, on lui demandait de faire du Hitchhiker's Guide parce que c'était ce qui intéressait les gens. Et lui, il en avait un petit peu ras-le-bol apparemment qu'on lui demande toujours du Hitchhiker's Guide. Et il a écrit une autre série qui est beaucoup moins connue qui s'appelle Dirk Gently et qui raconte les enquêtes en fait d'un détective très particulier. Qui est holistique. C'est-à-dire que il pense que tout est lié à tout, l'univers est interconnecté et on ne peut résoudre ces affaires criminelles que en prenant une approche holistique et on ne peut pas exclure de détails, tout compte. Ouais. Et effectivement, dans ces histoires, tout compte, tout est lié. Et le moindre petit détail va se révéler être connecté à cette histoire complètement rocambolesque. Alors dans les bouquins, par exemple, je crois que c'est dans le premier livre, il y a un sofa qui se retrouve coincé dans une cage d'escalier. On a tous été dans cette situation, on a réussi à faire rentrer un sofa dans une pièce, mais on n'arrive pas à le sortir ou quelque chose comme ça. Et on se dit, c'est complètement surnaturel. Comment ce sofa a pu entrer si on n'arrive plus à le faire sortir? Et donc ce sofa est coincé dans cette cage d'escalier, il n'y a aucun moyen qu'on puisse le faire sortir, c'est mathématiquement impossible. Sauf que si, par un stratagème complètement rocambolesque et incroyable, on va comprendre comment le sofa s'est retrouvé là, mais ça se lit c'est avec sur toute la trame. Et pour l'histoire, c'est un principe extrêmement riche. On peut raconter des dizaines d'histoires là-dessus. Il a fait 2-3 bouquins, je crois qu'il en a fait 2 finis, un qui était inachevé ou qui était une nouvelle, je sais plus exactement. Mais bon, l'important c'est le principe et puis le fait que c'est très drôle. Mais donc Netflix a trouvé apparemment. Alors je sais pas si c'est Netflix aussi. C'est pas une série Netflix. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a eu une première série anglaise. Ouais, en 2010 et l'américaine est sortie en 2016. Il y a 2 saisons. Et j'ai pu la regarder. J'ai vraiment adoré. Mais du type, j'étais en train de la regarder dans ma navette parce que j'ai beaucoup de commute, donc de déplacement dans une navette comme le métro, sauf que c'est dans un bus pour aller d'un point A à un point B à Seattle. Et ton travail. Exactement. Et en fait, je regardais l'épisode et genre il y a des moments où genre je faisais oh putain mais c'est trop bien, mais genre je le disais à haute voix parce que c'était vraiment trop bien et que c'était vraiment super bien fait. Dans l'épisode, dans les 2 saisons en fait, un des personnages principaux c'est Elijah Wood qui a joué dans Le Seigneur des Anneaux et tout. Et il joue Dirk Gently. Non, il joue l'assistant. Qui s'appelle Todd. Et c'est très très drôle. Donc il y a Dirk Gently qui est du coup le détective qui est amateur et totalement excentrique et son assistant du coup qui est Todd et en fait ils enquêtent sur des affaires très mystérieuses. La saison 1, donc il y a 2 saisons qui sont connectées avec les mêmes personnages mais qui ont pas du tout les mêmes histoires. Dans le saison 1, c'est totalement n'importe quoi. Il y a eu un meurtre dans un hôtel et en fait Todd, donc l'assistant initialement de Dirk Gently qui ne le connaît pas au début, et groom dans l'hôtel. Et en fait ça commence, il se réveille, on lui dit ouais va regarder la suite 25. Donc il monte dans l'ascenseur. L'ascenseur s'arrête au 10e étage, il sait pas pourquoi. L'ascenseur s'ouvre et en fait il est face à face à 2 personnes, dont un qui est déguisé en singe, en gorille blanc. Et il enlève ce gorille blanc enlève le masque où il avait déjà enlevé le masque et quand il se regarde et en fait c'est lui-même.
Donc tu sens qu'il va y avoir une histoire de paradoxe temporel un peu chelou, les portes se referment, donc lui il est choqué, et il va du coup dans cette espèce de coin où il y a la porte où il était censé aller, et il y a eu un meurtre, il y a des bouts de murs qui ont été arrachés comme s'il y avait une bête gigantesque qui avait tué des milliards de personnes, il y a des gens qui sont découpés en morceaux, donc tu sais pas trop ce qui s'est passé, il y a que des morts, et il y a un petit chat. Et apparemment tout le monde veut retrouver le petit chat qui apparemment est l'animal le plus horrible et monstrueux de l'univers. Et donc tu sens qu'il va y avoir beaucoup d'humour, des paradoxes temporels, et comme Bertrand le disait, il y a tout ce côté Dirk Gently est vraiment le détective qui dit non mais c'est bon, ça va arriver. Donc au bout d'un moment, tout va s'emboîter. On va comprendre, tout est lié, on va comprendre. Et le truc aussi, c'est que Douglas Adams était un grand fan de science. Et Dirk Gently est baigné de théorie quantique et de choses comme ça. Et même l'idée des enquêtes holistiques, c'est lié à cette idée que dans le monde quantique, on a un champ, on a une fonction d'onde de l'univers, et que en fait, effectivement, il y a des corrélations complètement improbables entre des endroits de l'univers qui paraissent déconnectés. Donc tout est lié. Une autre série d'ailleurs qui est aussi un peu dérivée de bouquins, que j'ai adoré. Alors le bouquin fait partie de mon top 3, top 5, j'ai vraiment adoré, c'est de Neil Gaiman. Et donc il y a eu deux bouquins qui sont liés sans se suivre. Gaiman, on peut le connaître pour Coraline. Sandman en bande dessinée. Sandman. Il a fait un truc sur Thor, les légendes nordiques, et il a fait notamment il a pas fait Princess Bride, non, il a fait un truc avec des princes et des princesses, avec Stardust. Ah, Stardust, ouais, c'est vachement bien. Je crois. C'est vachement bien. Avec Michel Pfeiffer. Ouais, et c'est un peu, voilà, genre, un peu Terry Pratchett-esque, c'est très descriptif, c'est super intéressant si vous aimez le style, mais moi, je suis en transe dessus à chaque fois que je les lis. Ouais. Et il a écrit American Gods et Anansi Boys. Et American Gods, le premier, est sorti un certain temps, et ils en ont fait en fait une série. Il y a un des providers de séries, donc il y a Amazon, il y a Netflix, il y a Hulu qui produisent en fait des séries, et il y a aussi une chaîne qui s'appelle Stars, et ils ont produit en fait American Gods, et l'histoire c'est un homme qui sort de prison qui s'appelle Ombre, qui devait sortir de prison tel jour, et il sort de prison la veille parce que sa femme qui l'attendait est morte. Donc il est obligé d'aller à l'enterrement, donc du coup on le libère une journée avant. Donc déjà le mec il a une mauvaise semaine parce qu'il sort une journée plus tôt juste pour aller voir sa femme et l'enterrer. Et dans l'avion, en fait, dans la série, dans l'avion, il y a un espèce de vieil escroc, un espèce de briscard qui lui fait ouais, j'ai besoin d'un garde du corps, est-ce que tu peux m'aider, suis-moi dans mon périple. Le mec accepte. Et en fait, peu à peu, tu te rends compte que son patron, en fait, c'est un dieu. Et en fait, le monde, tout le principe du bouquin, et c'est ça qui est fascinant, à partir du moment où quelqu'un croit en quelque chose, le quelque chose va être créé et va vivre. Ouais. Donc les dieux existent grâce aux humains. Plus tu crois en Dieu, en un dieu, ils peuvent être oubliés. Plus ils deviennent puissants. Ouais. Et du coup, moins les gens croient en toi, et plus tu tombes dans la décadence, mais t'existes toujours. Donc du coup, les anciennes divinités égyptiennes maintenant... pour le coup, tu parlais de Terry Pratchett, il y a la même idée dans Discworld. Et du coup, mais là, du coup, elle est... Mais ça va un peu dans le glauque, genre les divinités égyptiennes, la nana que tout le monde vénérait, qui était la déesse de la fertilité, est devenue prostituée maintenant. Ah ouais. Et ça va, il y a plus rien. Et par contre, il y a les nouveaux dieux, le dieu télévision, le dieu ordinateur, le dieu télévision, où tout le monde se prosterne devant lui toute la journée. Et donc il y a le dieu électrique, le dieu ordinateur, où tout le monde passe du temps en fait et vénère en fait ces nouvelles. Il devrait y avoir le dieu iPhone, un de ces quatre, mais où tout le monde vénère ça. Les voitures, la télévision, les nouveaux médias, le dieu média. Le dieu média, tu vois, c'est vraiment tout ça. Et donc lui, Ombre, ce personnage va être suivi malgré lui, donc avec cette vieille personne. Tu sais pas trop en fait. Après, tu te rends compte que cette vieille personne, à chaque fois qu'il parle, il y a un coup de tonnerre, donc tu commences à te dire, c'est une divinité un peu nordique, qui va être pas mal. On va pas dire qui c'est, mais et ça devient très très sympa. Qu'est-ce qu'un dieu au juste? Ils existent si on croit en eux. Bon sang, vous êtes qui? Vous ne me croiriez pas si je vous le disais. Voici mon homme de main, Ombre Moon. Tu essaies de déclencher une guerre? On est déjà en guerre et on est en train de perdre. Et le bouquin, mais genre il est fantastique. Il est c'était un pur délice à lire. Avant de voir la série. Moi, je préférais. Ouais, lisez d'abord le livre. La série est bien faite, c'est-à-dire que tu retranscris vraiment, tu vois vraiment le bouquin. Il y a plein de choses qu'ils ont dû laisser passer.
Mais il y a des bonnes idées, il y a des très bonnes mises en scène. Alors il joue un peu sur les principes de ralenti qui explosent avec du sang partout, un peu comme dans Hannibal, qui était aussi notre série qui était très visuelle. Ouais. Mais c'est j'ai lisez le bouquin et puis après matez-vous la série quoi. C'est et Anansi Boys, c'est avec un des dieux qui était un dieu araignée. C'est un dieu araignée qui s'appelle Anansi et qui avait dans l'histoire un enfant qui avait eu 2 enfants. Et en fait, il y a une histoire de dieu. C'est une suite ou C'est toujours des dieux en fait. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est un autre livre. Il y a des très légères connexions parce que ça parle toujours des dieux et des humains, etc. C'est le même univers. C'est dans le même univers et même chose Anansi Boys, il a un charme fou et c'est pas franchement ça doit être les deux livres mais je les lisais, j'étais en transe quoi. Il y a des livres comme ça où t'es dedans et t'es complètement plongé et tu rates tes stations de bus ou de métro parce que t'es tellement dedans. Mais voilà, ça en fait partie et c'est du bonheur. T'es content, tu vois, content de trouver les bouquins et d'en parler justement. American Gods. Ouais, un bon plaisir. Yes. Donc Harry Dresden. Ouais, Harry Dresden, c'est un autre. C'est un petit peu autre chose. C'est aussi quelque chose que j'ai découvert un peu par hasard et en l'occurrence donc ça se passe à Chicago et Harry Dresden c'est un magicien, mais un vrai. C'est-à-dire un peu à la Harry Potter, hein, mais on va dire un peu plus pour adultes, on va dire. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est que donc ce type-là, il fout ses publicités dans le journal, quoi. Enfin, il est publiquement un magicien. Voilà. Et il y a peu de gens qui viennent le voir. En fait, magicien, genre prestidigitation ou magicien, magicien. C'est pas un monde où la magie existe ou quoi, si, mais alors le twist, c'est qu'en fait, c'est le vrai monde qu'on connaît. Non, c'est simplement qu'en fait, spoiler, là, en disant dans sa théorie, non, c'est-à-dire que dans sa théorie, en fait, de l'auteur, c'est que, en fait, la magie existe, c'est simplement que nous, on sait pas la voir. Ouais. Et plus exactement, qu'on refuse de la voir. On est tous des moldus. Parce que pour nous, c'est juste inconcevable. Et donc, en fait, dans ce monde-là, les vampires existent, et il y a même plusieurs types de vampires. C'est-à-dire qu'il y a les vampires les vampires rouges, c'est-à-dire ceux qui s'abreuvent de sang. Les vampires blancs, c'est eux qui, en fait, sont plus subtils. C'est-à-dire qu'eux, ils s'abreuvent des émotions. Donc, mais ils peuvent te tuer avec, en te pompant tes émotions, quoi. C'est un succubus. Et donc ensuite il y a tout un tas d'autres types de déités, créatures, enfin plus ou moins mythologiques, mais tout ça en parallèle du monde réel, quoi. Et donc le personnage principal, Harry Dresden, c'est un magicien assez puissant, qui a eu une enfance un peu difficile, et qui se trouve à une bonne fée non pas une bonne fée, mais une marraine qui est une fée, c'est-à-dire une fée dans le sens mythologique norse du terme, c'est-à-dire c'est une comment on appelle ça? Une fée. Oui, une fée, ouais, c'est ça, c'est une fée, mais pas une magicienne, mais une fée, quoi, une créature un peu spéciale. Et donc, enfin, il y a toute une histoire comme ça, c'est très intéressant. Les personnages sont tous très attachants. En gros, Harry Dresden, c'est un peu un chevalier en armure, en armure scintillante qui vient sauver un peu le monde, mais il le fait avec humour et avec, enfin, c'est vraiment un personnage bien écrit, bien attachant, et donc ouais, tout ça se passe, pratiquement tout se passe à Chicago. Il me semble qu'il y a 2 ou 3 épisodes qui éventuellement sortent de Chicago, mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt à Chicago, donc zone urbaine très assez connue et assez bien décrite, avec ses coins, ses bars, donc c'est l'ordinaire qui côtoie le magique. Voilà, c'est un peu ça. Et puis surtout, c'est les personnages. Moi, j'aime bien les personnages qui sont bien développés, qui sont intéressants, et les histoires sont sympathiques. Il y a un fil conducteur ou c'est des... Il y a un fil conducteur, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que ça se suit. Il vaut mieux commencer par le début. Ouais, voilà. Parce que la série est assez longue quand même. Je crois qu'il en est à 16 ou 17 maintenant. Et, saison? Non, Tom. Ouais. Ah. Non, la série. Ouais, donc c'est une grosse. Oui, non. Mais le premier s'appelle en anglais Stormfront.
Donc je sais pas, peut-être Jour de tempête, un truc comme ça. Mais... Enfin en tout cas, dans le premier, Harry Dresden est contacté par une femme. Et en fait, bon, on a l'impression que c'est vraiment un peu une espèce de détective dans son agence pourrie à Chicago. Enfin, ça fait très 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 classique, quoi, très très cliché même. Et donc elle vient le voir parce qu'elle a besoin de retrouver son mari qui lui est magicien, mais plutôt, si je me rappelle bien, plutôt prestidigitateur. Mais il a disparu dans des circonstances bizarres. Et bon, tout ça mène un peu à une enquête pour découvrir un peu qu'est-ce qui se passe, qui a fait quoi, et ça se complique rapidement. Et c'est là où le surnaturel nous rattrape au galop. Et du coup, c'est... Et alors, c'est aussi une série télé. Ouais, c'est ça. Mais alors, la série... bon, moi, je vous conseille d'abord les livres. La série elle-même, personnellement, j'ai moyennement accroché. Ouais. Mais la série, j'ai moyennement accroché. Je la trouve pas terrible. Et d'abord, on est obligé de lire les 17 tomes à la suite ou on peut... Honnêtement, il vaut mieux les lire à la suite, ouais. Bon, attends, mais bon, après, on n'est pas obligé de les lire. Oh, et puis c'est quoi? C'est 850 pages maximum par tome? Non, ils sont pas immenses. Ils sont pas immenses. Je crois que c'est dans le genre du 250-300 pages. C'est quoi les grandes sagas qui... C'était quoi? C'était la 500 Royale. T'avais 25 millions de tomes. Oh, non, mais attends, le pire que je connais, moi, c'est... Enfin, non, c'est un des pires que je connais, c'est... Parce qu'en plus, c'est des gros tomes, chacun. C'est la Wheel of Time, la roue du temps, là. Ouais. Oh. Celui-là, en plus, il est dur à lire. Alors, le truc est... Non, mais c'est-à-dire, ce qui est dur à lire, c'est qu'en fait... écrit, c'est chiant. C'est ça. Non, je suis au tome 35. Non, mais c'est-à-dire que... moi, j'ai commencé, je finis maintenant. C'est un peu ça. Mais il y a moyen de s'en lasser, en fait. Mais on a vraiment envie de connaître la fin. Et enfin, je parle pas de Harry Dresden, là, je parle de Wheel of Time. Ouais. Et donc, mais Wheel of Time, ce qui est vachement intéressant, et je crois que j'en avais parlé déjà, c'est que l'auteur est décédé et il a choisi il a laissé à sa femme qui était son éditrice le choix de choisir son successeur qui était un admirateur qui est aussi un auteur bien connu qui s'appelle Brandon. Donc on en a repris pour 40 ans quoi. Et non ça se passe. Il a juste fini la série, il a fait les deux derniers tomes il me semble. Et ils étaient bien les tomes. Et qui sont vachement mieux écrits. Et donc en fait ils sont vachement plus intéressants. Mais bon bref. Donc voilà, Harry Dresden. Et donc c'est les Dresden Files. Qui de Dresden Files et de Jim Butcher. Et c'est vraiment très bien. Et alors accessoirement, Jim Butcher, vous pouvez regarder aussi, il a écrit 2 autres séries. Alors une que je trouve assez hilarante, qui s'appelle... Alors comment elle s'appelle je ne me rappelle plus. Mais quel nom de série. Quel titre intéressant. Je le retrouverai pour la prochaine fois. Mais alors le truc qui est marrant, c'est que en fait c'est simple, il a fait 3 séries, hein, donc c'est pas très compliqué. La 3e n'a qu'un tome. Elle s'appelle The Wind Last Something. Enfin bon, elle n'a qu'un seul tome. La première série, c'est les Dresden Files. Ouais. Et la 2e série, donc, c'est une série qui est venue d'un challenge d'un de ses lecteurs, qui lui a dit qu'il serait pas capable d'écrire quelque chose qui serait un mix des Pokémon et qui serait inspiré des Pokémon et de mythologie romaine. Voilà. Et ben, il a écrit toute une série qui est complète et qui est finie. Et celle-là, elle est terminée. Harry Dresden n'est pas terminé. Donc, il a écrit toute cette série sur, donc, en fait, je crois qu'il y a 8 ou 9 épisodes, hein, sur, donc, en fait, un monde dans lequel les personnages ont des pouvoirs qui rappellent beaucoup les Pokémon et en fait tous ces personnages sont très inspirés donc un peu de mythologie grecque et gréco-romaine on va dire et il a pas mal réussi son pari pour le coup parce que ils sont pas mal du tout. Niveau bouquin et série, il y a un truc là qui est sorti il y a pas longtemps. Je vais juste en parler 2 petites secondes. C'est Hulu. Donc du coup je parlais des je vais y arriver. C'est dur de parler français. J'allais dire les providers, les diffuseurs de séries comme Netflix et autres. Donc Hulu en est un qui a été d'ailleurs acheté par Disney et qui produit des fois des séries. Je ne savais pas ça. Et ils ont produit notamment Handmaid's Tale, qui est une très très bonne série qui est tirée d'un truc qui est très 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 bien fait, qui a eu des awards et tout, et notamment aussi. Et il faut le regarder avant de le vivre.
C'est ça, ouais, vaudrait mieux. Parce que ça va pas tarder. C'est un peu horrible. On en reparlera dans un prochain épisode, et notamment aussi une autre série que j'ai beaucoup aimée, qui était 11-22-63, qui est tirée du roman de Stephen King, qui est un mec qui peut voyager dans le temps et prévenir l'assassinat de Kennedy. On en reparlera. Et notamment, là, le dernier qui est sorti il y a très peu de temps, qui s'appelle Castle Rock. Donc Stephen King, tout son univers en fait se passe dans le Maine, et ça parle souvent de Castle Rock. Et donc l'idée là, c'est que c'est pas lié à un roman, c'est vraiment la ville, c'est un peu la galaxie de l'imaginaire de Stephen King dans lequel il va se passer plein de choses. Donc t'as la prison de Shawshank qui est tirée des Évadés, et qui est aussi liée c'est dans le roman différentes saisons qu'il a écrit. Et c'est c'est une série qui a pas mal de bonnes notes, et qui est un peu du mystère, de l'imaginaire, un peu de l'horreur, et on sait pas trop ce qui se passe, ça part un peu dans toutes les directions. T'as des très très bons acteurs, je sais pas arriver à trouver les noms, mais t'as Terry O'Quinn, celui qui jouait John Locke dans Lost, et plein d'autres acteurs qui sont quand même des bonnes pointures. Et en fait, ce que j'aime bien en fait dans cette série, c'est la musique. Et la musique, j'ai trouvé très très bonne. J'ai fait attends, mais ça me dit plein de films, etc. Ça me disait un peu la bande originale de Rencontre avec Joe Black. Et en fait, c'est Thomas Newman qui est justement le compositeur de ça, qui a fait beaucoup de films. Et c'est vraiment, enfin, il est très chiadé. Et le dernier point, c'est que ça m'amène du coup à parler d'autre chose, qui est Game of Thrones, qui est très sympa. J'ai eu l'occasion en fait d'aller voir il y a plus d'1 an Game of Thrones Experience. Ouais. Et donc c'est le concert. Donc Game of Thrones a été fait au niveau musical par un mec qui s'appelle Ramin Djawadi. Il a aussi fait Westworld, le thème de Westworld, le thème de Game of Thrones qui a remporté pas mal de awards aussi en termes d'ouverture. Et donc il y a un tour. Un contrat avec HBO. C'est ça, il est bien. Ah ouais. D'ailleurs, je me demande s'il a pas fait aussi une autre série policière. Bref, The Night Of. Je pense que c'est lui aussi qui l'a fait. C'est HBO. Ouais, c'est HBO aussi. Et Game of Thrones Experience, donc j'y suis allé. C'est un tour, donc c'est une troupe qui se produit au niveau international. Donc je pense qu'ils ont déjà dû se produire à Paris aussi et en France. Et ce qui se passe, c'est que c'est le concert Game of Thrones. Ils s'y prennent, donc t'as tout un orchestre qui est là, t'as lui en tant que compositeur qui fait le chef d'orchestre, et t'as des scènes qui sont jouées, t'as des écrans géants où ils présentent. Alors donc j'avais fait celui d'il y a 1 an, donc c'était la saison 6 si je ne m'abuse. Donc t'as le début, ils font tous les thèmes de toutes les familles, et en fait les écrans déroulent des bannières en fait qui sont les bannières de chacune des familles. À chaque fois t'as le thème musical donc qui est super stylé, donc t'as tout le monde qui hurle, et oh c'est ça, fais ça. Et après ils te refont très vite les scènes principales des 6 premières saisons que j'avais eues. Donc ils te mettent à l'écran la scène et eux ils jouent derrière. Donc les gens hurlent et tout, donc t'as le massacre, t'as les noces de sang ou machin où tout le monde s'entretue, etc. T'as les grosses scènes, les gros moments qui sont là, genre n'ouvre pas la porte, ne va pas mourir, tout le monde crie et tout, c'est limite guignol pour voir les scènes. Et après il te reprend la dernière saison en cours et il te fait en fait les éléments marquants de la saison en entier avec les thèmes en fait qui ont été développés. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas que un orchestre et le truc à l'écran, t'as aussi de la mise en scène. Donc quand t'as les scènes avec les dragons, t'as des grosses flammes géantes de 20 mètres de l'eau, t'as des gens qui viennent, t'as des troupes de chanteurs, t'as des instruments un peu particuliers, t'as des super mises en scène, et franchement moi j'étais super fan de ça. Sympa. Et du coup tu voulais me dire que t'avais trouvé justement les bandes originales de Game of Thrones refaites. Ouais, c'est quelque chose. Non, mais alors, ouais. Non, mais bon, il y en a plusieurs, mais il y a la version 90s un peu, qui est quand même assez comique. La version 1990? Ouais. La version sur cassette VHS. Série sur cassette VHS. Cassette VHS. On va essayer de l'écouter 2 minutes. Ouais. Ok, effectivement. Ouais, on sent bien. C'est K2000 quoi. Voilà. Et alors, mais alors le mieux c'est. Faut mettre le lien vers la vidéo parce que les images vont de pair. Ah, parce qu'il y a les images. Ouais, c'est drôle. Non, et puis alors celle qui est quand même aussi impayable, c'est la version manga Game of Thrones. Donc version Japan Pop. Japan Pop. Bon, attends, on va essayer d'écouter ça. Ouais.
effectivement, on sent un peu ça fait un peu style Naruto. Ouais, non, c'est pas mal. Et là, moi, je le mate l'animé comme ça. Grave, pareil. Ah mais direct quoi. Il faut que quelqu'un produise ce truc-là en version. C'est clair. Non, c'est très très bon. Ok, bah du coup, on parlait musique un peu BD. Vous avez un peu de trucs. Bertrand, tu veux me parler de... Alors, je viens de finir ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai eu un petit thème là récemment, c'est les jeunesses dans le Moyen-Orient. Tiens, alors j'ai lu 2 trucs, c'est Persépolis et l'Arabe du futur. Alors Persépolis, ça fait un moment que c'est sorti, il y a eu un film aussi, j'en avais entendu parler. Ouais. Qui reprenait, qui était avec le même style que la bande dessinée. Exactement la bande dessinée. Alors Persépolis, donc c'est Marjane Sarfati, si je me souviens bien son nom, qui a grandi en Iran, elle est iranienne, et qui raconte son enfance et sa jeunesse en Iran. Elle s'appelle Sarfati. Ça veut dire français. Pardon. Il est là, Satrapi. Ah, Satrapi, je ok, m'excuse d'accord. auprès d'elle. Pas de problème. Parce qu'elle nous écoute naturellement. C'est un tome. C'est un tome, c'est un gros tome. Un tome, c'est vrai. Oui, un tome. C'est vrai, c'est un tome. Un tome. Et alors c'est un récit très honnête. Moi, c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans cette histoire, c'est que elle cherche pas à se mettre en valeur dans cette histoire. C'est bien sûr un commentaire social sur la société iranienne, et bon ça la suit pendant sa jeunesse, ça suit la révolution iranienne, etc. Donc c'est une période historique très intéressante qu'on connaît pas forcément très très bien nous, mais qui vaut vraiment la peine d'être découverte et comprise pour comprendre l'Iran d'aujourd'hui et sa place dans le monde. Le film est sorti il y a 10 ans déjà. Ouais. Et il a eu 11 prix et 28 nominations. C'est fantastique. Ouais. Et ouais, donc ce qui m'a vraiment plu, c'est son honnêteté. Il y a vraiment des moments où elle se comporte d'une manière vraiment pas cool du tout, quoi. Ouais. Bon, c'est la jeunesse, quoi. On fait tous des conneries. Elle fait une ou deux conneries qui ont des conséquences vraiment graves, quoi. Et dans un pays où les conséquences graves peuvent être très graves. Et c'est vraiment, vraiment intéressant de voir la perspective de quelqu'un qui a grandi sous un régime, un régime vraiment très différent de ceux dans lesquels nous on a vécu, quoi. Et puis notamment qui a vécu une révolution. Oui, en plus la transition, la parce guerre, que voilà. La guerre Iran-Irak, ouais. Tout ça. Enfin bon, on découvre ces événements-là vus de l'intérieur, alors que nous on les a connus aux infos à 20h, quoi. Ouais. Pour peu qu'on était né à cette époque-là. Mais c'est vrai voilà, que là, je regarde. Je suis vieux. Je regarde, mais non. Moi aussi. Mais non, voilà, donc vraiment Persépolis, très 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 bon livre. Et en film, je regarde quand même, c'est hallucinant. Il y a eu quand même nomination pour les Oscars en 2008, 2 prix pour le César de la meilleure première œuvre et meilleure interprétation, donc des prix quand même. T'as eu des Globes de Cristal, et t'as eu Golden Globe nomination. Et là où j'ai halluciné aussi, c'est que ça a eu, le prix du jury Festival de Cannes. Quand même. Rien que donc, 2 prix, 8 nominations à Cannes 2007. Donc c'est du gros, c'est du gros. Si vous n'avez pas lu, si vous n'avez pas vu Persépolis, moi je l'avais pas lu jusqu'à très récemment, et je me suis dit c'est toujours un truc que je voulais lire, et je suis vraiment pas déçu. C'est de la très très bonne qualité. Ok. Donc voilà, on le recommande. Alors dans un genre un petit peu différent, mais quand même avec une thématique très proche, on a l'Arabe du futur. Ouais. Alors l'Arabe du futur, c'est aussi l'histoire d'une jeunesse, d'une enfance et d'une jeunesse dans le Moyen-Orient. Pas le même pays, hein, mais voilà. C'est par Riyad Satouf, qu'on peut connaître aussi parce qu'il a écrit les Cahiers d'Esther. D'accord. Riyad Satouf, c'est un type qui comprend vraiment l'enfance très très bien, qui raconte l'enfance très très bien. Et là, c'est son enfance à lui. Donc lui, c'est le fils d'une Française et d'un Syrien. Donc son père faisait ses études à la Sorbonne quand il a rencontré sa mère. C'est un docteur, je sais plus en quoi il est docteur, enfin bon, c'est un type qui est pas con, et qui surtout a une croyance inébranlable dans le monde arabe.
il a une foi dans le monde arabe et ce qui l'amène en fait à, au lieu de chercher un poste universitaire en France après avoir fini ses études, il trouve un poste en Libye, la Libye de Kadhafi. Hein. Donc vraiment un pays très dur. Enfin, faut vraiment le vouloir quoi pour aller volontairement vivre dans la Libye de Kadhafi. Et il y croit quoi, il y croit à tout ça quoi. C'est vraiment un personnage intéressant. Et donc Riyad, son fils, quand ils sont en Libye, je sais pas, il doit avoir 6 ans, quelque chose comme ça. Et donc il raconte la vie en Libye, mais vu par un enfant. Donc j'ai vu que c'était autobiographique, ouais. Ouais, c'est complètement. Et que Riyad Sattouf, il avait fait aussi deux films. Il avait fait Les Beaux Gosses et Jackie au Royaume des Films en termes de films. Donc t'as quand même donc ouais, il fait cinéaste et bande dessinée. C'est un de ces gars qui touche à tout. Donc le premier tome se passe. Stylé, ça c'est bien. Le premier tome se passe en Libye et après son père trouve un autre poste où là il se rapproche de sa famille. Donc il retourne en Syrie. Et il retourne dans son village natal. Et donc, il y a les relations avec sa famille, la grand-mère de Riyad, etc. Les histoires de famille, de jalousie. C'est vraiment fantastique, quoi. Du coup, il y a combien de tomes ? Alors, il y a 3 tomes qui sont sortis. Et le 4e tome devrait sortir en septembre. Alors, le 4e tome va pas se passer en Syrie parce qu'ils partent à la fin du 3e tome. Ouais. Bon, ils vont dans un autre pays et c'est la façon dont c'est amené est très 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 drôle, très très drôle. Donc on attend ça avec impatience. Je suis vraiment vraiment impatient de lire la suite. J'ai dévoré les 3 tomes là sur les 2 dernières semaines. Très bonne lecture, très drôle, très intéressante pour la découverte de ces pays qu'on connaît que par les drames et les informations, quoi. Ouais. Et de voir ce que c'est vraiment que la vie dans ces pays-là, parce que c'est vraiment intéressant. Alors il y a un truc aussi, c'est que donc quand il était petit, Riyad il passait l'année scolaire donc en Libye, en Syrie, et il allait en vacances en France, en Bretagne. Donc il allait voir sa grand-mère en Bretagne tous les étés. Et alors le contraste est tellement choquant. C'est vraiment ça le transmet en bande dessinée. C'est fantastique. C'est fantastique. Pas mal du tout. L'Arabe du futur. Bon ben à noter comme bande dessinée. On va faire vite fait film et jeux vidéo. Il y avait un film en fait et j'avais envie d'en parler depuis un petit temps. C'est toujours le film obscur où genre tout le monde me dit mais pourquoi tu me l'as conseillé et pourtant je le trouve très très bien. C'est alors c'est science-fiction. Ça part pas super. Ça part très bien. Non mais non, tout de suite. Donc c'est un film qui a été fait avec petit budget et qui donne très mal au crâne quand tu essaies de le comprendre en fait dans sa complexité. Et c'est un film sur le voyage dans le temps. Ah, ok. On pourra l'utiliser aussi. J'allais dire Blair Witch, mais non. Okay. Non, c'est pas Blair Witch. Blair Witch est bien aussi. Le film s'appelle Primer. Donc il est sorti en 2004. Ah mais c'est culte ça. Voilà. Mais peu de personnes connaissent Primer. Et surtout, les gens, ils font Primer, ils regardent 20 minutes, ils disent c'est pourri et tout, alors qu'il est vraiment, il va très très loin. Et en fait, l'idée, je trouve que c'est un des rares films. Donc c'est sur le voyage dans le temps. Donc c'est un peu la question, imagine, je te donne, Dan, une machine à remonter dans le temps là tout de suite. De la forme d'un stylo ou n'importe quoi. Tu peux retourner dans le temps que 1 ou 2 journées avant. Ouais. Comment tu vas t'y prendre ? Comment ça Mais non, mais faut réfléchir. Non, mais parce que en général, quand tu vois les gens qui voyagent dans le temps ou quoi, soit très longtemps avant, très longtemps après, mais ils réfléchissent pas vraiment au côté pratico-pratique de comment tu t'y prends. Si tu pars 48 ans en avance, qu'est-ce que tu vas faire ? Alors bien sûr, tu vas te dire, je vais noter les numéros du loto et je vais gagner plein de thunes. Sauf que si tu fais ça, comment tu gères ton toi du passé ? Parce qu'il faut pas le croiser. Ah bah oui. Et donc c'est là en fait où ça va commencer à faire un peu des nœuds au cerveau. Et en fait le pitch de Primer, c'est donc c'est un peu type garage en banlieue, type San Francisco. Il y a quatre gars qui bossent sur une espèce de projet. Et en fait il y a 2 personnes principalement qui crée en fait une espèce de système pour générer de l'énergie. Enfin, tu comprends pas trop un truc qui pourrait justement générer une espèce d'énergie infinie qui pourrait être utilisée pour les avions justement, pour n'importe quoi.
Et ils arrivent pas, ils arrivent à mettre en place le système, donc ils voient qu'il y a de l'énergie qui est dégagée, donc ils disent mon Dieu, on va avoir le prochain prix Nobel, on va changer la face de l'humanité. Et en fait, ils y arrivent pas. Enfin, ils arrivent pas en fait à extraire cette énergie, à en faire quelque chose. Et ils croient qu'ils y arrivent pas. Et en fait, ils sont en même temps, ils sont super top secret. Ils jartent les deux autres ingénieurs en disant non, c'est bon, barrez-vous, c'est fini, on arrête la compagnie et tout parce que ils veulent tout garder pour eux. Ouais. Et ils se rendent compte que le temps qui passe à l'extérieur n'est pas le même que le temps qui passe à l'intérieur. D'accord. Donc en fait, il y a ce côté énergie, et en fait, ils se rendent compte qu'il y a un côté voyage dans le temps. Et là, en fait, où ça devient complètement fou, c'est que du coup, ils vont commencer à créer une boîte plus grande pour pouvoir y aller eux-mêmes, pour l'expérimenter sur eux-mêmes. Et c'est pas trop du spoil, mais ils vont placer la boîte, ils vont se dire comment est-ce qu'on va s'y prendre. Et ils vont placer la boîte, ils vont dire allons dans un, tu sais, aux États-Unis, t'as beaucoup les dépôts. Les trucs dépôts où t'as plein de garages alignés les uns derrière les autres, des containers, tu sais. Et donc ils disent ouais, j'ai trouvé un endroit en banlieue et on va mettre la boîte là-bas. Ouais. Et ils y vont. Et quand ils arrivent, ils sont à 100 mètres et ils se voient eux-mêmes en train d'en sortir. D'accord. Parce qu'en fait, au moment où t'inventes la boîte, t'as déjà ton toit du futur. Bah oui. Et donc ça commence à partir en vrille et donc tout le principe c'est voilà, faut rentrer dans la boîte, faut rester 24 heures. Ouais. Après, tu sors, mais faut pas que t'ailles là où t'étais avant, parce que sinon tu vas te croiser toi-même. Donc faut aller pendant 24 heures dans un autre endroit. Faut pas utiliser ton téléphone portable. Ouais. Faut pas que tu t'appelles toi-même et tout. Et il y a plein de trucs comme ça. Et ça part totalement en vrille, parce qu'évidemment, voilà, il faut pas utiliser son téléphone portable. Et malheureusement, il va sûrement y avoir un problème qui va arriver, qui va commencer à avoir des conséquences de plus en plus grosses. Et et très vite, du coup, ils vont commencer à être dépassés. Et ce qui est très très drôle, je mettrai le lien, les mémés qui sont associés en fait à ce film, c'est les trames temporelles. Ouais. Et donc en fait, bien souvent le dessin principal des trames temporelles, c'est un gros grébouillis, parce qu'en fait ça va commencer à partir en vrille, ça devient incompréhensible, tu sais plus, c'est celui du présent, du passé qui est là en même temps à qui tu parles, s'ils se parlent eux-mêmes ou s'ils parlent pas à leur futur et à leur passé, ça part dans des délires un peu quantiques. Et c'est un tout petit budget. Tout petit budget. Ouais. Mais c'est ça qui est des fois un petit budget ça permet d'aller plus loin dans le concept. C'est-à-dire que ça te permet d'aller, parce que c'est ça qui est intéressant dans ce film. Enfin, je trouve. Oui, la contrainte est créative, quoi. C'est ça. C'est l'idée c'est l'idée qui est intéressante. Du coup, ils sont obligés d'être forts du côté idée, parce que le côté image est moins puissant. Et puis le voyage dans le temps est fantastique pour ça, parce que c'est qu'une question de montage, quoi. Voilà. Et de faire bien. Mais c'est vrai que, mais par contre, c'est vrai aussi que pour bien comprendre ce film, il faut le voir au moins 2 fois. Ouais. Et en fait, moi, j'ai toujours pas compris des trucs, quoi. Enfin, je voyais en anglais sous-titré, parce que je me disais, je vais pas... Déjà, tu le regardes en anglais non sous-titré, t'es mort. Mais anglais même sous-titré, je lisais, je comprenais pas ce qu'il disait à certains moments, parce que c'est ultra cohérent. Enfin. Oui, c'est très... Mais c'est compliqué. Mais c'est... Ok. Et c'est un film américain? Je crois qu'il est américain, ouais. Il est sorti en 2004 de Shane Carruth, Shane et David Sullivan. Donc le mec qui l'a réalisé joue dedans. Donc ouais, tu sens le truc... C'est comme Clerks, quoi. Ouais, c'est les mecs. C'est un truc qui est sorti de nulle part et qui a surpris tout le monde. Et qui est passé culte d'un coup. C'est top. Bah, Clerks aussi. Blair Witch, je pense que c'était un peu le même principe aussi. Ouais. Non, Blair Witch, moi, ce que j'ai trouvé exceptionnel avec Blair Witch, c'est même pas tant le film, c'est plus toute la hype qu'il y a eu autour. C'est le buzz. Fait, et ça, c'était super bien fait. Mais c'était un premier marketing qui était génial. Parce que, je veux dire, pendant des mois, tout le monde en parlait, tout le monde disait, mais tu sais que c'est vrai, en fait, c'est une histoire vraie, hein. Tout ça, c'est une histoire vraie. Non, mais il y avait toujours cette espèce de pseudo, histoire comme quoi, en fait, tout ça, c'était vrai. Alors que c'est évidemment que du pipeau de A à Z. Mais non, mais ils ont, et le film lui-même ils ont inventé des tas de méthodes, justement. Exactement. Ça, c'était assez intéressant. Ouais. Et c'est vrai que quand on se replace dans ce contexte-là, le film a toute sa valeur. Si on le regarde. Sinon, le film en lui-même, franchement, pas terrible. Non, oh là là, oh. Ça a créé le genre, oui, non. Voilà, Blair Witch, ça a créé le genre. Non, mais attends. Ça a créé un genre. C'est bien, mais attends. Dans l'absolu, le film est franchement pas terrible. Non, mais, attends, c'est petit budget, Blair Witch. Voilà. Le truc, il sort de nulle part. Non, mais mets-toi, positionne-toi. Justement, on vient de parler d'un truc qui est quand même un chef-d'œuvre. Ouais, mais, non, mais, tu peux pas, non, mais attends, Blair Witch, attends, c'est fantastique. Aussi, peut-être, je sais pas. Ouais, en fait, je l'ai pas revu depuis longtemps, pour être honnête, mais. Moi non plus, franchement, c'est la lampe torche sous le mais tu mets, le visage. Ouais, il avait pas fait avant.
C'est ça, faut le mettre dans le contexte de l'époque. Ça a été repris des milliers de fois. Après, il y a eu Paranormal Activity. Je veux dire, ils ont créé un concept. Pour la petite histoire d'ailleurs. Ils ont inventé plein de trucs, je dirais pas le contraire. Pour la petite histoire de Primer, quand même, comme l'héros du film, le mec qui s'appelle Shane Carruth, qui est quand même le réalisateur, est diplômé en maths. Il a été ingénieur avant de devenir réalisateur. Il avait d'abord essayé d'écrire des lunettes. Merde. Et attention, accroche-toi. Donc c'est son premier film. Il a fait à 31 ans. Il est à la fois réalisateur, scénariste, chef opérateur, producteur, compositeur et monteur du long métrage. Et il lui a coûté que $7,000. Et ça a duré. Il l'a fait en 5 semaines. Pendant lesquels le réalisateur il habitait chez des potes. Genre le truc. Mais c'est bien. Non, là on dit bravo, chapeau bas. Respect Primer. Dogville du coup. Alors moi je sais pas du tout ce que c'est. Tu connais pas Dogville? Non, je connais pas les chiens. Donc... je sais pas. Alors de canidés. Lars von Trier, ça vous dit quelque chose? Oui, d'accord. Ah ouais, là tout de suite. Oui. Lars von Trier, grand réalisateur. Ouais. Je pense qu'on va en reparler à de multiples reprises. On a les DVD de Kingdom d'ailleurs qui sont là. Avec Nicole Kidman, ok. Avec Nicole Kidman. C'est pas un peu triste, c'est pas un peu noir, non? Ça me fait en général. Genre, tout petit peu noir. Tu te fais ça un soir quand t'es un peu déprimé en général. Alors, Dogville, c'est une histoire absolument abominable. Oui, non, c'est pas ça qui va te redonner foi en l'humanité. Voilà. Il y a pas de doute. Alors, Dogville, c'est l'histoire d'une femme qui fuit un compagnon violent. D'accord. Un gangster. Et qui trouve refuge dans un petit village. La population de ce petit village l'accueille. Semble-t-il à bras ouverts. Sauf que, en gros, ils vont en faire leur esclave. Parce qu'il y a un avis de recherche, c'est ça qui est lancé. Ils vont tirer parti du fait qu'elle est recherchée. Elle doit se cacher de cet homme qui est dangereux. Qui est dangereux. Et donc ils vont abuser de la situation et la traiter d'une manière absolument abominable. Et Lars von Trier a un talent absolument unique pour décrire l'état d'esprit et l'évolution psychologique d'un personnage dans des situations de détresse émotionnelle extrême. Et Dogville, c'est un film qui... Vous allez regarder ça et je vous garantis que ça va vous retourner, quoi. Donc tu te prends une petite coupette de champ et un Prozac avant de le regarder. Oh la vache, ce truc. C'est vraiment un des films qui m'a fait l'effet le plus... Tu commences par ça et puis après tu te fais un petit Requiem for a Dream. Pour être bien. Il était sympa aussi. Ah ouais. Oh là. Non, c'est gentillesse, ça. Ah ouais? Ah ouais? Bon, à ce point-là? Ah non, c'est pire. Ouais. Il y a notamment une scène, vous vous souviendrez que je vous ai parlé de cette scène, où elle se cache dans un camion de fruits, sous une bâche qui est légèrement transparente. C'est un moment de cinéma, cette scène-là. Donc il y a une tension, puisqu'elle elle se cache, quoi. Ouais. La menace est pesante, mais surtout la manière dont c'est filmé, je vous garantis, c'est un des plus beaux moments de cinéma que j'ai jamais vu. Il y a un autre truc aussi qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est pratiquement du théâtre filmé. Il n'y a pas de décor naturel. Le fond du film est noir, en fait. C'est vraiment une scène de théâtre avec des décors, mais le fond du film est noir. Et ça donne une tension dramatique. Ça contribue à l'atmosphère du film. Il y a même des moments, je crois, si je me souviens bien, ça fait un moment que je l'ai vu, mais il y a même des moments, je crois, où il n'y a même pas de mur autour des personnages, il y a simplement des traces par terre. C'est comme des traces des marques de craie, des marqueurs des marques de position, tu sais. Donc vraiment, tu te concentres sur les personnages, quoi. Tu ne vois que les personnages et c'est absolument magique, quoi. Lars von Trier, un grand réalisateur, mais alors ce truc-là, c'est un chef-d'œuvre du cinéma. Si vous n'avez pas vu Dogville, précipitez-vous. Donc Dogville, fait en 2003, 5 nominations, récompenses. Je regarderai. Nomination pour César. C'est dur, hein. C'est vraiment dur. Je regarderai au moins cette scène de... J'aime bien les scènes mythiques comme ça. Tu regardes juste la scène. Mais non, mais sans rien. Déjà voir... Non, mais, je sais pas, il y a des scènes comme ça qui restent dans la tête. Il y a des trucs qui peuvent être cons. Par exemple, des films qui peuvent... Tu connais Halloween? Non, oui, c'est ça, Halloween. Le film Halloween, le premier, hein.
avec Michael Myers. Jamie Lee Curtis. Et donc il y a une scène, moi je trouve, j'adore cette scène, c'est une scène géniale où elle pense avoir éliminé Michael et donc elle se retrouve comme ça haletante en train d'essayer de reprendre sa respiration avec pour fond une porte ouverte sur du noir. Et très très progressivement on voit le masque qui apparaît comme ça dans le fond, mais très progressivement. C'est même, je l'ai passé au ralenti juste pour voir à quelle vitesse à quel moment on se dit ah là ça y est je le vois, parce qu'on peut pas ne pas s'y attendre d'une certaine manière. Enfin, c'est quand même le cliché c'est devenu en tout cas l'espèce de cliché, mais cette scène, pour moi, elle est exceptionnelle. C'est une scène mythique du cinéma aussi, et je comprends complètement ce que tu dis. Il y a eu un dernier truc sur Dogville, c'est Nicole Kidman qui est une actrice très très bien, énorme, quoi. Enfin, depuis qu'elle a quitté Tom Cruise, elle est extraordinaire. Et alors Gala par image et Dan. Non, mais je trouve que c'est le film où elle donne le meilleur d'elle-même, quoi. Ouais, mais j'avais lu ça quelque part aussi et ça m'étonne pas. Tu disais Halloween. Parce que moi j'hésite toujours avec Lars von Trier parce que réputation. Mais après ça te retourne la tête. Voilà, c'est ça quoi. Ouais. Et puis en plus je crois qu'il est assez long ce film. Il fait des trucs comme 3 heures. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, faut aller manger, faire des pauses. Voilà, ça me fait pas toujours peur les films très longs, mais ouais. Dan, tu disais Halloween, il y a le nouvel Halloween encore qui sort le 24 octobre 2018. Et c'est avec Jamie Lee Curtis. Ah bah oui, là ouais. Qui, mais déjà, elle avait fait celui 20 ans après, là, c'est quoi, 40 ans après? Oui, c'est 40 ans après. Oh non, ça le pitch, Laurie Strode est de retour pour l'affrontement final, avec Michael Myers, le personnage qu'il avait hanté 40 ans plus tôt. Putain, la vache. Mais là, c'est marrant, t'as Jamie Lee Curtis, genre. Je me souviens que j'étais déjà aux États-Unis pour les 20 ans après. Et j'avais été le voir, justement, exprès, et je me rappelle que ça avait été assez comique. Un petit jeu vidéo auquel t'avais joué dans alors ce truc-là m'a pris complètement par surprise. La semaine dernière, je sais pas pour quelle raison j'ai lancé ce jeu. Alors le truc c'est que quand on est abonné à Xbox Live, on a des jeux gratuits tous les mois. En téléchargement. Ouais. En téléchargement. Et donc j'ai, je crois, 171 jeux. Et bien sûr, tu y joues à tous. Sur Xbox, un jour, j'y jouerai tous. C'est ça. Et bon, The Witness m'avait toujours un petit peu attiré du coin de l'œil. Il m'attirait ce jeu-là, quoi. Il m'attirait. Mais en même temps, j'avais joué au jeu précédent de cet auteur-là, qui s'appelle Jonathan Blow. Et son jeu précédent s'appelait Braid. C'était un jeu sur le voyage dans le temps, d'ailleurs. Un jeu intéressant dans le principe, mais qui m'avait un petit peu gonflé au niveau des mécaniques de jeu. J'avais trouvé le gameplay un peu pénible. Ouais. Et donc je l'avais pas fini, et j'étais resté sur une impression un petit peu désagréable. Et du coup, qu'est-ce que tu fais dans The Witness ? Alors The Witness, par contre, là, c'est un jeu qui m'a happé et qui m'a obsédé pendant une semaine, et je l'ai fini en une semaine, et je l'ai fini. J'ai fait la trame principale, il me reste encore quelques centaines de puzzles à résoudre. Donc c'est un jeu de puzzle. C'est un jeu de puzzle. Alors, c'est complètement dingue cette histoire, parce que tous les puzzles se ressemblent, ils sont tous sur le même principe, en gros. Il y a des variations, mais en gros, t'as une grille avec un départ, une arrivée. Ah. Et il faut tracer un chemin sur cette grille, en respectant un certain nombre de règles, mais le principe est toujours le même, tracer un chemin du départ à l'arrivée. Et il fait des centaines de variations sur ce thème-là. Et tout est génial. On a vraiment envie de résoudre tous ces puzzles, de les trouver. Et donc chaque puzzle t'as une carte en même temps. Alors on est sur une île. D'accord. Donc c'est un de ces puzzles en 3D, hein, genre Portal, Myst. Ça rappelle Myst, oui, parce qu'il se passe aussi sur une île, ou The Talos Principle, tous ces jeux-là qui sont des puzzles en 3D. Donc une île absolument magnifique. Les couleurs sont d'une saturation incroyable. Faut jouer sur une télé HDR. D'accord. À ce truc-là. Ça te brûle la rétine, quoi. Et donc t'es sur une île. Donc t'es sur une île, tu découvres ces puzzles. Ouais. Donc en vue subjective. Et chaque puzzle ton personnage, t'ouvre c'est une ton porte. ombre de temps en temps. D'accord. Et t'ouvres une porte quand tu déverrouilles le puzzle qui permet d'aller plus loin dans l'île. Alors et c'est un continuer. monde ouvert en fait, mais effectivement, oui, t'as certains puzzles qui vont t'ouvrir des portes et te permettre de découvrir d'autres puzzles. Ok. Et donc t'avances comme ça, tu découvres, etc. Et il y a un truc qui est vraiment très très bien foutu dans ce jeu, c'est la manière dont on découvre les puzzles. Il y a aucune explication. Comme Myst. Mais il y a une courbe de progression qui est très douce.
Donc t'es pas frustré. On part vraiment de puzzles très très simples. Ouais. Et chaque nouveau concept est introduit d'une manière simple. Et puis ensuite on rajoute de la complexité, mais d'une manière extrêmement douce. Donc le jeu est très accessible. En ce moment j'ai ma fille qui a 11 ans, qui y joue. Je sais pas jusqu'où elle va pouvoir aller. Mais elle a été aussi, comme moi, happée par ce jeu. Elle est fascinée par ce truc-là et elle essaye d'avancer. Et puis, elle fera ce qu'elle pourra dans le jeu. Je pense pas qu'elle arrivera à le finir parce qu'il y a des puzzles qui sont quand même d'une complexité complètement délirante. J'avoue avoir triché par moment et regardé une solution. C'est mal. Parce que vraiment, il fallait que j'avance, quoi. Et je trouvais pas. Bon. J'avais pas la patience. Mais la plupart je les ai résolus moi-même. Mais bon, je me suis laissé tenter par moment. Vraiment, un jeu à essayer. Je suis pas sûr que ça fonctionne pour tout le monde. Moi, ça a vraiment fonctionné pour moi et ça m'a pas lâché pendant une semaine. C'est un jeu d'une grande beauté et il y a un truc génial aussi, c'est qu'il y a des moments où des puzzles en fait sont construits par l'environnement. C'est-à-dire que tu vas te mettre à un endroit très précis. Et c'est la perspective qui va combiner plusieurs éléments de décor et faire un puzzle avec ces éléments de décor. C'est vraiment magnifique. C'est super. T'as certains sculpteurs qui font ça. Ouais. Il y a juste un tout petit truc que j'ai trouvé relou dans ce jeu-là, c'est qu'on trouve des sortes d'enregistreurs audio, d'enregistrements audio qu'on peut jouer. Disons que c'est un petit peu prétentieux, ces trucs-là. Apparemment, l'auteur avait une vision grandiose derrière la tête et il nous l'assène un petit peu sur l'arrière du crâne. C'est un peu lourd. Bon, moi, je conseillerais de pas s'appesantir sur ces enregistrements et de se concentrer sur la beauté du décor et l'intelligence des puzzles. Et alors, c'est marrant parce qu'il n'y a pas d'histoire dans ce truc-là. C'est vrai ? Il n'y a aucune histoire. Et pourtant, on est... T'es parachuté dans le... Alors, on se dit bien que lui, il avait une idée derrière tout ça, on trouve des statues, par exemple, des personnages qui sont comme des personnages figés dans des situations, au milieu d'une action. Alors, on ne sait pas si c'est des statues ou des gens qui ont été figés ou quoi. On le saura jamais. Mais on sent qu'il y a des idées, des concepts, tout ça, mais qui sont jamais explicitement. Il n'est pas allé plus loin. Énoncés. Il n'y a pas de narration, il n'y a pas d'histoire, mais il y a une atmosphère envoûtante et vraiment très poétique et magnifique. Moi, je suis pas très fan des jeux de puzzle, mais il y en a un en fait qui est dans la catégorie puzzle. Je regardais un peu les classements auxquels j'avais joué, qui est sur plein de plateformes différentes. C'est un truc à, je sais pas, 3 euros. La plateforme de Witness existe sur il est partout. Toutes les plateformes, iOS, Xbox, PC. Et dans le même genre, là, c'est un jeu donc qui est sur PC, iPhone, Android, donc vraiment mobile aussi, et ça s'appelle Please Don't Touch Anything. Donc surtout ne touche à rien. C'est un truc il est assez basique, mais j'étais resté pas mal de temps dessus. Il fait partie de la catégorie puzzle, donc j'ai pensé à ça. T'as une image. T'as une console de commande en fait avec un écran et en fait ça commence avec un espèce de dialogue. Le mec fait est-ce que tu peux t'occuper, rester là, faut que j'aille aux toilettes. Et le mec il fait ok et il dit surtout tu ne touches à rien. Et t'as juste un gros bouton rouge au milieu t'as juste un bouton. C'est tout. C'est un peu Stanley Parable. Et donc le truc c'est surtout ne touche à rien. Et en fait donc tu vas appuyer sur le bouton. Et donc t'appuies sur le bouton et donc c'est comme Stanley Parable, t'as le truc qui pète, t'as une explosion nucléaire sur l'écran et tu dis le jeu est fini. Tu recommences. Et en fait, tu fais voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et sauf que tu te rends compte que y a un écrou à droite et un autre bouton et tu vas commencer à ouvrir un bouton, ça va ouvrir un tiroir et ça va sortir un tournevis, que tu vas commencer à ouvrir des écrous, tu vas sortir des câbles, tu vas commencer à faire des trucs. Et en fait, t'as mais je sais pas combien de fins différentes, t'as un nombre incalculable de fins, ça doit être peut-être une quinzaine, entre 15 et 20 fins différentes qui sont que basées. Il faut gratter les trucs, faut lire les instructions, t'as des formules mathématiques que tu dois interpréter, ça fait des lettres que ensuite tu vas taper en morse, enfin ça part totalement en vrille. Et c'est assez marrant et addictif parce que du coup t'essaies vraiment de trouver les différents moyens et puis après malheureusement au bout d'un moment tu commences à aller sur les wikis pour trouver les réponses parce que t'en peux plus. Mais c'est ça le problème souvent les jeux pour puzzle, des jeux à puzzle, moi des fois où tu pètes au bout d'un moment tu dis bon allez ça suffit. mais cela dit c'est toujours au moins pendant un temps c'est marrant. Ouais.
Ben voilà. Mais tu te rappelles celui que tu nous avais montré, le jeu avec les bombes là, c'est génial. Ça. Ah ouais, keep talking and nobody explode. C'est aussi un peu un jeu. C'est pas vraiment puzzle, mais c'est quand même top et c'est assez original comme truc. Et c'est utilisé, génial, le concept est génial et c'est utilisé pour du team building et trucs comme ça aussi parce que. En fait, vas-y, raconte. Bon, écoute, on va raconter vite fait. C'est donc c'est un jeu qui est présent sur Steam. Un dernier pour la route. Ouais. Un jeu qui est sur Steam, qui coûte pas très cher et c'est très simple et en même temps très marrant. Et si vous avez un casque de réalité virtuelle, prenez une version réalité virtuelle, c'est encore mieux. Ça marche très bien. Je l'ai utilisé pour la petite histoire. Je l'ai utilisé à plusieurs team building. J'avais dit donc le jeu en soi peut durer 5 minutes. J'avais demandé d'avoir une demi-heure de temps pour pouvoir le faire plusieurs fois en équipe. Et au final, ça a duré 2 heures. On a cramé des sessions qui étaient pour faire autre chose. On a fait non, on continue, c'est marrant. Et c'est très addictif. Bon, alors le principe du jeu. Tu installes le jeu et le jeu te montre. Donc tu as différents niveaux et tu as une bombe que tu dois désamorcer. La bombe, tu la vois physiquement sur ton écran d'ordinateur. Ouais, enfin. Un des joueurs. Un des joueurs. Donc, voilà. Donc, admettons, moi, je le regarde sur mon ordinateur, je vois la bombe. Donc, ça se joue avec un joueur qui est ou un groupe de joueurs qui regardent l'écran et un groupe de joueurs ou un joueur qui est en face et qui ne peut pas voir la bombe. Et en fait, c'est un peu le jeu qui existe, qui a été décliné de plein de manières, qui est je te décris quelque chose et il faut que tu essaies de comprendre l'information. Ça joue sur le cliché du cinéma, avec le couper le fil rouge. Le fil rouge, le fil vert. Voilà. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que donc la personne a un écran, donc la personne de l'écran peut voir la bombe, peut juste la décrire, et la personne en face ne peut pas voir la bombe, mais par contre, elle a le manuel de désamorçage de la bombe, qui est un papier que tu imprimes, c'est un truc comme 40 pages, donc t'as un petit... C'est très drôle parce que c'est genre manuel soviétique. Exactement. Et c'est en fait bien fait parce qu'évidemment on est vraiment obligé de le lire, on est vraiment obligé de... Ouais, et puis c'est le truc kafkaïen quoi, les descriptions sont... Et en fait, évidemment, il n'y a aucune description qui tient la route, c'est-à-dire que toi, t'as la bombe, et c'est des modules, chaque module correspond à une page, mais par exemple, t'as un module où t'as des fils. Donc tu te dis, ok, c'est simple, tu regardes, t'as 4 fils, un fil blanc, 3 fils rouges. Tu fais OK, il y a un fil blanc, 3 fils rouges. Sauf que la personne qui est en train de lire, elle peut pas traiter l'information 3 fils blancs, un fil rouge, parce que ce qui est écrit en fait dans le guide sur les fils, c'est si vous avez un fil noir, alors dans ce cas-là, faites ça. Si vous avez un fil rouge, alors regardez le numéro de série de la bombe qui se trouve derrière, parce que tu peux faire pivoter la bombe, et ôtez-3, et alors faites telle action. Donc en fait, tu dois aussi réussir à trouver le bon moyen de communiquer dans les deux sens. Poser les bonnes questions et décrire les choses de manière et il faut faire tout ça sous un temps limité parce que la bombe t'as 5 minutes. T'as 5 minutes. Oh bah non, 5 minutes dans certains cas, ça peut descendre à 3 minutes. Après, il y a plusieurs niveaux de difficulté, c'est plus ou moins incrémental. En fait, il y a des moments par exemple où la difficulté c'est qu'on a très peu de temps, il y a d'autres moments où la difficulté c'est qu'on a beaucoup de choses à faire, parce que la bombe elle a quelque chose comme 15 mécanismes différents avec beaucoup de temps à désamorcer. Et ça va dans tous les sens. C'est un super party game. C'est super en famille aussi, avec les enfants. Et t'en as un justement, et même chose, t'as des symboles par exemple. Tu dois déverrouiller avec des symboles. Sauf que les symboles, c'est pas des symboles que tu connais, c'est pas des lettres, t'as des trucs un peu grecs des fois. Donc en fait, tu finis en disant, alors tu vas sélectionner le truc qui ressemble à un poulpe, l'autre qui ressemble à un chien qui fait du pool dance, et t'essaies d'écrire comme tu veux, tu vois. Et du coup, ça finit en grosse barrière de rire. En plus, t'as la pression, t'es là, vite, dépêche-toi. Je dirais, le seul problème, c'est que quand on a une assez bonne mémoire visuelle comme moi, au bout d'un moment, parce que bon, nous on tournait par exemple, on s'amusait à tourner, donc bon, moi à partir du moment où j'avais lu le truc, je me rappelais de certaines choses, donc du coup je savais déjà automatiquement comment le résoudre, mais bon, faut dire, pour être honnête, on peut devenir meilleur, mais quand même, ça, c'est limite, je dirais que la plupart des gens, à mon avis, n'auront pas cette parce que pour les 0,2% de population comme Dan qui ont une mémoire photographique, Dan en direct, on jouait, il a pas regardé le truc, il a commencé à cliquer sur. Le problème c'est que si tu te plantes aussi, tu fais péter la bombe. Donc t'as des essais, tu peux faire 2-3 essais avant que ça explose.
Mais et donc il nous restait un fil, il restait 10 secondes et Dan il a défait les fils en 2 secondes sans qu'on lui dise quel fil il fallait découper. On a fait mais comment t'as fait? Il fait mais non mais tout à l'heure j'ai appris, c'est bon je m'en souviens. Bah écoutez, je pense qu'on est bon là pour cet épisode. Merci à tous, merci Dan. Bah ouais merci. Merci Bertrand. Merci. Et bah profitez bien. Merci de maman de m'avoir écouté. On va laisser une adresse email. Écrivez-nous, dites-nous les trucs un peu qui vous plaisent. Les recommandations qui pourraient être sympas dont vous voudriez qu'on parle parce que c'est sympa on voit pas pourquoi on devrait que donner nos idées et pas avoir les autres surtout, donc n'hésitez pas, on va mettre ça dans le lien en dessous de la vidéo. Voilà, gros bisous à tous. La vidéo salut. La vidéo. Parce qu'on filme. On filme la caméra. On filme ta voix. Bon, merci à tous. Oh merde. Je l'avais pas vu. Très bonne journée. Salut. Salut.